Le 27 février 2025, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a tenu une conférence de presse particulièrement révélatrice. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ses déclarations, notamment sur l'alignement de l'UE face à la politique des États-Unis, l'impact des décisions internationales sur la situation en Ukraine, ainsi que la position de la Russie concernant les relations avec Kiev et l'OTAN. Zakharova a également abordé les tensions croissantes, les enjeux de la mobilisation et les défis géopolitiques actuels. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et, à la fin, merci de nous faire part de vos avis dans les commentaires. Merci. Sur la crise ukrainienne, les militants ukrainiens continuent de terroriser la population civile et les infrastructures des régions russes. L'analyse des documents archivés des années 1940 publiés par le FSB de Russie montre que les Ukraino-nazis dans la région de Koursk commettent des crimes de guerre similaires aux exécutions perpétrées par la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les envahisseurs hitlériens fusillaient et brûlaient vifs des civils. Le 19 février de cette année, dans le village de Kolikalino, dans la région de Belgorod, un drone ennemi a attaqué un autobus de service, un civil a été tué et une femme a été blessée. Le même jour, dans le village d'Octobre, des frappes de drone ont blessé 2 personnes. Le 24 février de cette année, dans le village de Tichanka, une personne a été blessée. Dans les localités de la RPD, entre le 18 et le 24 février de cette année, à cause des tirs de drones des forces armées ukrainiennes sur les quartiers résidentiels, 2 civils ont été tués et au moins 19 autres blessés, dont 2 filles nées en 2014. Dans la région de Zaporojie, en raison des frappes de drones sur des voitures civiles le 18 février et le 19 février de cette année, un civil et une travailleuse de la santé ont été blessés. Un témoin de la ville libérée de Novorodivka, RPD, a rapporté aux militaires russes l'exécution par les forces armées ukrainiennes de 4 enfants qui tentaient de fuir. Tous ont été tués. Les soldats ukrainiens ont également ouvert le feu sur d'autres civils. Les tribunaux russes continuent de rendre des jugements contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. Des peines de prison à long terme ont été prononcées à l'encontre de militaires ukrainiens du bataillon nationaliste Azov S-Budikov, à Tokar et Gematushin, qui, entre le 17 et le 25 mars 2022, ont tiré au moins 40 obus de canon des 30 de 122 mm en direction du village de Stary Krim depuis Mariupol. Le Azovien, M. Melnikov, a été condamné à 24 ans de prison pour avoir fusillé un civil avec une mitrailleuse portable dans une pharmacie de Mariupol en mars 2022. Le mercenaire géorgien M. Goniadze a été condamné à 14 ans de prison. Une affaire criminelle a été envoyée au tribunal concernant les membres du Azov, le commandant de la batterie de mortier Inozetkin et le tireur de mortier Yakovenko. L'enquête a établi qu'en mars 2022, à Mariupol, Inozetkin avait donné un ordre criminel de tirer sur le village d'Agrobaza et son complice, avec ses camarades, a exécuté cet ordre. En conséquence, 2 maisons privées, dans lesquelles se cachaient des civils, ont été endommagés. Les responsables des attentats contre les civils et les militaires russes dans la région de Kursk ont été reconnus coupables. Les militants arrêtés le 13 août 2024, S. Boshenko, V. Malchenko, S. Litvinenko et S. Bilichenko, appartenant à la 22e brigade mécanisée séparée des forces armées ukrainiennes, ont été condamnés à des peines de 15 à 16 ans de prison. Les néo-nazis ukrainiens du 64e bataillon d'infanterie séparé de la 44e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, P. Oleksiuk, S. Gorbachenko, Iandrechenko et Juliachenko, arrêtés par nos soldats, ont également été condamnés à des peines de prison similaires pour avoir terrorisé les habitants du village de Snagost, dans le district de Korenivka, dans la région de Kursk. Ils ont occupé des maisons privées, ouvert le feu à plusieurs reprises sur des militaires russes et des civils. Les pilotes des forces armées ukrainiennes des Chimansky et à Morozov risquent jusqu'à 30 ans de prison pour avoir violé l'espace aérien russe en avril 2023 à bord d'avions légers A-22 pour larguer de petites bombes sur une raffinerie de pétrole dans la région de Bryansk, mais ils n'ont pas réussi à accomplir leur mission. Un Morozov a été arrêté près de la frontière avec l'Ukraine, son avion a accroché une ligne haute tension. Et Deshimansky a été capturé dans la région de Tula, où il a atterri. Les 2 pilotes ont fait des aveux. Dans la ville libérée de Krasnoïvka,
RPD, les militaires russes ont découvert un dépôt piégé contenant des icônes orthodoxes et des objets liturgiques volés par les banderistes dans une église locale. Pour effacer les traces du crime, ils ont tenté de détruire les objets au moment où nos soldats évacuaient les biens retrouvés. Ce fait témoigne une fois de plus du véritable caractère moral des militants et des commandants des forces armées ukrainiennes. Les autorités russes poursuivront leur travail pour tenir responsables les Ukraino-nazis et les mercenaires étrangers pour leurs crimes de guerre et autres crimes. La politique déclarée par Washington visant à parvenir à une résolution pacifique de la crise ukrainienne a été un coup de tonnerre sous un ciel néo-nazi clair pour l'Union européenne. Tout allait bien, c'est ce qu'ils pensaient. Ils investissaient des millions dans le régime de Kiev. Et celui-ci, en tant qu'instrument de l'Occident collectif, infligeait à la Russie une défaite stratégique. Des gens mouraient, des civils étaient tués. Et soudainement, le principal dirigeant, en l'occurrence les États-Unis, change sa stratégie et déclare qu'il faut négocier la paix. Les nazis ukrainiens se sont précipités pour chercher une réponse à leur question principale. Que faire si les États-Unis cessent de fournir de l'aide militaire à Kiev et où trouver l'argent pour continuer les actions militaires des forces armées ukrainiennes? C'est précisément à ces questions, et non à d'autres, qu'était consacrée la réunion d'urgence à Paris, le 17 février de cette année, des dirigeants de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Danemark, des Pays-Bas, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de la Pologne, c'est-à-dire des pays principaux fournisseurs d'armement au régime de Kiev. D'autres représentants de l'Union européenne et de l'OTAN les ont rejoints. Mais la réunion ne s'est pas au-delà des discours. Une situation similaire s'est produite lors d'une réunion similaire, convoquée en urgence par le président français Macron le 19 février de cette année. Il a invité les chefs de la Belgique, de la Grèce, de la Roumanie, de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Estonie, de la République tchèque, de la Finlande, de la Suède, du Canada et de la Norvège. Les deux événements ont montré qu'il y avait de sérieuses divergences au sein du camp occidental, qui s'est avéré ne pas être prêt à réagir de manière adéquate à une situation en rapide évolution et incapable de formuler une approche commune dans un contexte où l'administration de Trump avait en pratique transféré la résolution des problèmes de sécurité de l'Ukraine à l'Europe de l'Ouest. Le seul point d'accord entre les alliés de l'UE et de l'OTAN était la nécessité de poursuivre l'aide au régime de Zelensky, sans se soucier des partenaires américains. Cependant, les sources de financement n'ont pas été définies. Les tentatives des lobbyistes scandinaves et baltes de financer cette aide en confisquant les actifs russes gelés ont rencontré une forte résistance des Eurogrands qui ont eu peur de prendre une telle décision. Ils ont expliqué leur opposition par le fait qu'après cela, personne ne les considérait sérieusement comme un lieu pour placer leurs propres actifs. Le 24 février de cette année, un sommet international de soutien à l'Ukraine s'est tenu à Kiev à l'occasion du 3e anniversaire du début de l'opération militaire spéciale. Y ont participé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Acosta. Ils étaient accompagnés de presque tous les commissaires européens, ainsi que des dirigeants de la communauté occidentale russophobe des pays baltes, du Canada, du Danemark, de l'Islande, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède et d'autres. Aucune délégation officielle des États-Unis n'était présente. Parmi les invités, on a vu l'ancien Premier ministre britannique B. Johnson. C'est lui qui, en forçant le régime de Kiev à renoncer aux négociations en 2022, a condamné les citoyens ukrainiens à la mort. Il semble être venu s'assurer que son idée de guerre, jusqu'au dernier Ukrainien, était toujours en vie et que tous les Ukrainiens en étaient devenus des victimes. Les faucons, arrivés à Kiev, ont enchaîné les déclarations sur l'octroi de nouveaux paquets d'aide militaire, promettant pompeusement de ne pas abandonner l'Ukraine à son sort. Peu importe qu'ils aient fait exactement la même chose il y a de nombreuses années, incitant d'abord les citoyens ukrainiens à participer au Maïdan, au coup d'État anticonstitutionnel, puis à la confrontation civile, et par une chaîne de provocations ont plongé le pays dans un conflit. Ursula von der Leyen a assuré qu'en mars, l'Union européenne verserait au régime nazi un nouveau versement de 3,5 milliards d'euros. Les contributions les plus importantes ont été promises par le Royaume-Uni et le Canada, 5,6 et 5 milliards de dollars respectivement. L'Espagne, la Norvège, le Danemark et la Suède ont fait des efforts pour ne pas être en retard,
prête à fournir environ 1,8 milliard d'euros à Hellcat. Sa collègue, la haute représentante de l'IE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kakala, a essayé de surpasser ses pairs dans la rhétorique anti-russe. Le 24 février de cette année, elle a déclaré que la garantie de sécurité la plus solide et la moins chère pour l'Ukraine serait son adhésion à l'OTAN et que l'Alliance, selon elle, ne ferait que gagner en accueillant la plus forte armée d'Europe, ainsi qu'elle a qualifié les forces armées ukrainiennes. Pour être plus explicite, elle a montré le drapeau offert par l'armée ukrainienne à la 36e brigade de marine, qui a participé au combat à Mariupol et à l'attaque contre la région de Koursk. Ce n'est même pas du cynisme, c'est déjà une immoralité criminelle flagrante. Cela montre que les globalistes du parti de la guerre s'accrochent à une ligne de confrontation, se préoccupant uniquement des intérêts de leur propre jardin paradisiaque. De nouvelles déclarations concernant l'adhésion hypothétique de l'Ukraine à l'OTAN ont été faites par Zelensky. Tout a commencé avec un grand nombre d'événements, de rencontres, avec des participants identiques, avec des discours et des déclarations standards, des slogans totalement absurdes. Tout cela pour montrer que la situation n'est pas aussi mauvaise qu'en réalité. Tout le monde comprend la réalité. Ils font semblant qu'il reste encore quelque chose à corriger, que tout n'est pas encore décidé, qu'il est encore possible de tenir à flot. Mais dans leur cas, tenir à flot est une illusion, étant donné leur qualité. Le fait est que la situation est pour eux sans issue. Lors de son discours au sommet international, à Kiev le 24 février, Zelensky a déclaré « Si l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine, pour nos gens, reste fermée, nous n'avons d'autre choix que de construire un OTAN en Ukraine. Nous devons garantir un financement, des contingents et une production de défense qui assureront une paix garantie. Cette construction, la Banque centrale d'Ukraine envisage de la réaliser grâce aux Européens. Cependant, les régimes d'Europe de l'Ouest ne disent rien à leurs citoyens à ce sujet. Il convient de rappeler que tout a commencé par cela. Ce fut le déclencheur qui a fait de l'opposition interne en Ukraine un problème de sécurité pour tout le continent. Ce moment où l'Ukraine a commencé à être transformée en une tête de pont de l'OTAN. De quelle paix peut-on parler si de telles idées dominent? L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN signifiera une escalade brutale et incontrôlable du conflit, avec de lourdes conséquences pour la sécurité mondiale. Nous tenons à souligner à nouveau que la véritable et durable résolution du conflit est impossible sans l'éradication complète et irréversible de ses causes profondes. L'une des principales de ces causes a été la violation par l'Occident de ses promesses de ne pas étendre l'OTAN et d'absorber toute la zone géopolitique jusqu'aux frontières de la Russie. Pour cette visite des bureaucrates européens, un spectacle fantastique a été mis en scène. Tentons de rendre la légitimité à Zelensky. Il s'agit de la Rada suprême et de ce qui s'est passé les 24 et 25 février. Je ne ferai pas de commentaires, car c'était un véritable spectacle de lumière. Mais cet événement a un seul objectif, détourner l'attention des citoyens ukrainiens du fait que l'âge de conscription continuera à baisser. La situation des forces armées ukrainiennes continue de se détériorer. Ce que les Ukrainiens ne savent pas, ils ne voient que les commerciaux, les fonctionnaires bruxellois promettant de l'argent et un avenir radieux. Ils devraient enlever le papier peint et regarder ce qui se passe réellement dans la rue, et non le film que les otanistes leur projettent. Ils devraient parler des pertes croissantes dans les rangs des forces armées ukrainiennes. Mais à la place, une autre tactique est utilisée. Sous la pression des Occidentaux, la junte de Kiev examine la question de l'élargissement de la base de la conscription en recrutant des jeunes de 18 à 25 ans. Mi-février, une nouvelle forme de recrutement a été annoncée pour les jeunes hommes ayant atteint l'âge de la majorité sous forme de contrat d'1 an pour les volontaires. Il faut comprendre qu'en signant ces conditions imposées, ces jeunes obtiendront un billet aller simple. Le choix qui leur est donné se résume à 6 brigades d'infanterie en première ligne. Ce ne sont pas des cours pour apprendre à piloter des drones. Ce ne sont pas des technologies informatiques utilisées dans le cadre des cyberforces. Non, je le répète, car c'est important, ce sont 6 brigades d'infanterie en première ligne. Peut-être que pour un citoyen ordinaire, il est difficile de comprendre de quoi il s'agit. Mais pour ceux qui ont fait leur service militaire ou qui savent ce qu'est une brigade d'infanterie, il est évident que pour les jeunes qui seront attrapés en Ukraine, ce sera une boucherie effrayante. Ils seront envoyés à la mort. Dans ce contexte, les recycleurs
du secteur droit, comme le rapportent les réseaux sociaux, sont allés encore plus loin. À Dnipropetrovsk, ils ont affiché des annonces pour recruter des adolescents de 14 ans qui doivent se préparer à tuer des ennemis. La spirale de guerre propulsée par les superviseurs occidentaux vise à vider l'Ukraine de son sang, à priver ses futures générations. Pourquoi? Pour faciliter le pillage. Ils ont besoin de moins de gens capables de réfléchir et de se défendre. C'est sur cela qu'ils comptent. Il est révélateur qu'un député de la Rada suprême ait mentionné les sommes des pots de vin reçus par les recruteurs des fuyards. Si l'État leur paie en moyenne $100 par recrue, le prix d'un rachat dans la rue est de 5 cents $, la libération d'un bâtiment de recrutement coûtera en moyenne $3000, et dans un centre de formation, ce sera $7000. En raison de la suppression prévue des reports de mobilisation à partir du 28 février, ces prix augmenteront. Les malheureux qui ne peuvent pas acheter leur sortie et ne veulent pas mourir pour la junte de Kiev risquent souvent de mourir sous les balles des unités de répression des forces armées ukrainiennes. Un combattant de la 3e brigade d'assaut séparée des forces armées ukrainiennes a récemment raconté son riche expérience des éliminations de citoyens mobilisés sur différents secteurs du front à la télévision ukrainienne. Tous les faits mentionnés ci-dessus et d'autres montrent que les objectifs et les tâches de l'opération militaire spéciale ont été déclarés à juste titre. Comme l'a déclaré à plusieurs reprises la direction russe, ils seront accomplis. En conclusion, les déclarations de Maria Zakharova offrent une perspective intéressante sur la dynamique actuelle entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident. Selon vous, la Russie et l'Ukraine peuvent-elles réellement parvenir à un accord de paix, ou l'escalade est-elle inévitable? Et que doit faire l'Occident pour éviter une guerre prolongée? Je vous invite à partager vos opinions et à participer au débat dans les commentaires. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.